Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une grande découverte, encore une merveilleuse découverte que j'ai faite. Alors si je fais des découvertes comme ça, c'est que j'ai une grille de lecture qui est basée sur l'énergie, bien sûr, et sur, pour le fonctionnement du cerveau humain et de notre compréhension du monde, sur le verbe. Le cerveau humain s'est construit autour du verbe. On est le seul animal à avoir dans notre langage des notions de temps, c'est-à-dire à exprimer des notions de temps avec le langage, c'est-à-dire à parler du passé et à pouvoir parler du futur. Bien sûr, les autres animaux pensent à l'avenir et au passé, mais ne l'expriment pas, ou très succinctement, ou d'une façon très primitive, comme certains peuvent le faire, comme par exemple les éléphants, qui ont une perception du temps et de l'espace en même temps très importante à cause de leur mode de vie. Donc ils ont aussi quelques notions de temps visiblement qui les rapprocheraient des hommes dans leur spiritualité. La spiritualité, c'est la capacité de se concevoir en esprit ou vaguement de concevoir l'esprit, c'est-à-dire l'esprit sans le corps. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous parler des EMI, des expériences de mort imminente, expériences de mort imminente, qui sont de réelles expériences, et on s'aperçoit qu'il y a souvent les mêmes vécus, des gens qui sont justement qui ont des accidents graves, qui sont opérés, qui font des arrêts respiratoires et des arrêts cardiaques, souvent arrêt respiratoire et arrêt cardiaque, et qui vont relater à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils ont revécu leur vie avec une lucidité extrême, tous les moments les plus importants de leur vie avec une lucidité extrême, mais il y a aussi ces expériences où les gens vous disent qu'ils se sentaient au-dessus de leur corps, ils visualisaient tout ce qui était autour d'eux. Et ils visualisaient le médecin, ils visualisaient la table, la chambre opératoire, ou le lieu de l'accident où ils étaient. Et là, on peut se dire, mais dans ce cas-là, ils sont sortis de leur corps. Ils ont cette capacité à sortir de leur corps quand ils sont morts. Et là, l'explication est extrêmement simple, mais il fallait la comprendre. C'est que tout ce que ces individus vous racontent est réel, mais réel spirituellement. Ils ont cette capacité, l'homme a cette capacité, quand il meurt, ou quand il est en choc, et qu'il est en arrêt respiratoire et en arrêt cardiaque, d'avoir cette hyper-lucidité, ce fonctionnement très important du cerveau qui lui permet de visualiser sa vie, parce que le cerveau va être hyperactivé, vous allez comprendre pourquoi, et aussi de visualiser tout ce qui est autour de lui. Mais attention, ça, c'est vraiment propre à l'homme, car il faut comprendre que cette hyper-capacité, cette hyper-visualisation, cette hyper-capacité à visualiser qu'ont les humains, qu'a l'espèce humaine, est liée au verbe et est liée à la parole. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. La pierre de fondation de notre humanité, c'est les notions de temps dans le langage et les compressions de données en mots qui ont permis à notre cerveau d'être extrêmement efficace et de croître en volume. Pourquoi ? Parce que un gros cerveau qui pense trop lentement, donc sans avoir de notion de temps, une interface sonore, et des mots, des compressions de données en mots, une interface sonore, donc c'est comme une interface de compression de données. S'il n'a pas ça, un cerveau n'a pas besoin de croître en volume, parce qu'il fonctionnerait trop lentement, bien sûr. Et ça n'a aucune utilité, ça consommerait beaucoup trop d'énergie pour peu de résultats. À partir du moment où vous commencez à avoir des notions de temps, je vous l'expliquais, je vais, je viens, je montre avec les mains, quand je suis un petit primate de savane, où je vais, d'où je viens, je montre le passé, le futur, je mets un son sur ce geste, j'enlève le geste, il me reste des notions de temps, le futur, le passé, et je peux commencer à parler du futur et du passé, et utiliser des mots qui correspondent à des compressions de données sensorielles et émotionnelles que je vais stocker dans ma mémoire, et je vais pouvoir les utiliser
extrêmement vite, puisqu'elles correspondent à ce moment-là à des données sensitives et des données visuelles qui sont trop lourdes à utiliser sans une interface sonore, donc des compressions de données où c'est juste un son qui correspond à quelque chose que vous avez vécu, pensé, et à ce moment-là, vous pouvez l'exprimer. Bien sûr, comme je dis tout le temps, quand vous dites « maman », vous n'avez pas besoin d'utiliser toute votre mémorisation de maman, ça mettrait beaucoup trop d'énergie et de temps, ça monopoliserait beaucoup trop de neurones. On va utiliser juste « maman ». On sait que derrière, si on ralentit la pensée, on a l'odeur de maman, la couleur de maman, le toucher de maman, les souvenirs avec maman, mais ça n'a aucune importance, mais ça nous permet de parler très vite avec cette interface sonore de compression de données, tout simplement. Voilà, c'est comme si vous aviez un défilé avec peu de pixels, et si vous voulez approfondir, vous regardez et vous pixelisez, vous avez beaucoup plus de pixels à ce moment-là, donc de neurones qui vont être utilisés pour voir des données. Mais quand vous pensez rapidement, vous discutez avec une interface sonore qui permet de visualiser des choses extrêmement rapidement. Alors, l'homme, il s'est bâti autour, à partir de ces notions de temps, donc toutes les proliférations neuronales, toutes les mutations entraînant des proliférations neuronales étaient à ce moment-là sélectionnées puisqu'elles devenaient utiles dans la communication des individus entre eux et leur capacité à gérer leur milieu, donc à faire de la préméditation d'action en groupe pour récupérer l'énergie, bien sûr, et à mémoriser et à transmettre des informations mémorisées dans la cervelle par le verbe qui permettait d'avoir un gros stock de données, mémorielles pouvant faciliter la survie des individus, du groupe et des individus par ces données mémorielles stockées dans les cervelles et qu'on leur sortait en parole. Alors il faut savoir que nous sommes les seuls à visualiser des sons, puisque les animaux visualisent leur milieu, mais nous visualisons ce que disent les gens et nous visualisons ce que nous disons. Quand un petit garçon écoute une histoire que lui raconte sa maman, il fait fonctionner son cerveau sur la visualisation et ainsi l'homme a bâti un énorme cerveau avec cette interface sonore qui visualise énormément de données et qui, depuis plus de 3 millions d'années, s'est développé autour de la visualisation du monde, votre monde que vous voyez, mais aussi un monde imaginaire, un monde mémoriel et un monde probable du futur, nous sommes capables de visualiser. Et dans ces conditions-là, il est bien évident que, à partir du moment où nous avons un choc violent, par exemple quand nous mourons, bien sûr, quand nous avons un choc violent, ou un choc où nous ne sommes pas morts, mais quand nous avons un arrêt respiratoire, dans un premier temps, et peut-être un arrêt cardiaque, tout est fait au niveau de l'organisme pour préserver, dans un premier temps, le cerveau, qui est l'organe le plus important pour la survie du corps. Donc, quand il va y avoir un arrêt respiratoire, qui peut être passager, qui peut entraîner aussi un arrêt cardiaque, une perte de connaissance, ça peut arriver avec un arrêt respiratoire, un choc violent, mais on peut repartir. Tout est fait pour, même s'il n'y a pas d'arrêt de respiration, pour envoyer tout le sang progressivement par une contraction des vaisseaux jusqu'au cerveau et nourrir ce sang par capillarité. Et tout va être actionné avec des principes chimiques et de nutrition aussi pour maintenir, par l'oxygénation et par les nutriments qu'on va envoyer, tout le cerveau en vie. Donc, à partir du moment où vous faites un choc violent, souvent, vous êtes inconscient, mais quand il y a un arrêt respiratoire et après un arrêt cardiaque, malheureusement, l'arrêt cardiaque, souvent, on n'en revient pas, on en revient maintenant, heureusement, vous allez avoir votre cerveau qui va être hyper irrigué et qui va être hyper lucide. Et on s'est aperçu ça en voyant des gens mourir d'une façon accidentelle dans l'appareillage de l'imagerie médicale. C'est arrivé, je vous lirai le texte à la fin, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Et à ce moment-là, le cerveau rentre en hyper lucidité. Et comme nous sommes un cerveau visualisateur, nous sommes le seul animal à avoir cette capacité de visualiser pas que ce que nous voyons, mais ce que nous entendons par le verbe, par cette interface sonore. Nos petits-enfants ont été programmés, nous sommes programmés depuis notre enfance pour visualiser tout ce qu'on nous raconte. À l'école, on nous raconte des trucs plus ou moins vrais, plus ou moins faux, mais nous visualisons tout ce qu'on nous raconte. Nous visualisons des émissions, des podcasts, nous visualisons tout un monde avec cette interface sonore que nous sommes les seuls à avoir, des sons qui se transforment en vision. Et on a une capacité de visualisation énorme, nous sommes les seuls à l'avoir, visualiser les futurs possibles et les passés mémoriels
c'est formidable, nous sommes l'homme historique, comme disait Harari. Donc évidemment, quand nous mourrons, notre corps va tout faire pour protéger ce cerveau qui, si nous mettons à respirer, et si par hasard notre cœur s'est arrêté et repart, ben nous pouvons repartir et revivre sans avoir de dommages irréparables, parce que avoir un arrêt respiratoire ou cardiaque, ça passe, mais si le cerveau a été endommagé, ben vous êtes un légume et vous ne transmettrez pas vos petits gènes. Et en fin de compte, les individus qui ont généré ces systèmes de protection, qui sont d'ailleurs chez tous les mammifères, mais nous, comme nous visualisons tout ce que nous avons stocké dans notre mémoire. Les animaux visualisent beaucoup moins, et ils peuvent passer au futur, à l'avenir, ils visualisent l'instant, mais ils n'ont pas une mémoire à long terme comme nous, qui fait partie de notre culture, puisque nous sommes des individus hyper organisés, hyper hiérarchisés, nous sommes des animaux sociaux par excellence, basés sur justement des communications sonores et des stockages de visualisation dans nos cervelles, et puis maintenant dans nos ordinateurs, ce qui est fabuleux. Donc, voilà pourquoi quand nous avons une émie, nous voyons tous les passages de notre vie, puisque nous allons stocker, les passages les plus importants de notre vie, les souvenirs qui nous ont marqués, sont les souvenirs qui se tracent le plus, ce qui est marqué sous émotion va s'imprimer dans notre cerveau par des réseaux neuronaux beaucoup plus épais, qui se dégradent beaucoup moins vite, et qui permettent de transférer plus d'informations et plus rapidement. Donc, le cerveau, il y a toujours un nettoyage, et ce qui n'est pas vécu sous émotion n'est pas conservé, puisque ce n'est pas important. L'émotion permet soit d'avoir des émotions négatives qui vont se conserver. Vous avez vécu une chose négative, vous y avez survécu, c'est important de la mémoriser, donc de garder les connexions synaptiques y correspondant, par tout un principe chimique que je vous ai déjà expliqué, réactivation la nuit pendant le sommeil des neurones, des connexions neuronales qui ont été vécues sous émotion, et désagrégation progressive de celles qui sont vécues sans émotion, donc celles qui ne servent à rien. Et quand vous avez vécu une émotion positive, comme je dis tout le temps, vous voyez passer une belle fille, elle est belle, elle vous a souri, vous allez avoir un rendez-vous, vous vous souviendrez longtemps de ça. Pour une femme, vous voyez passer un avocat en grosse voiture qui vous sourit, et vous allez être émoustillé et vous souvenir de cet avocat en grosse voiture, parce que c'est un potentiel reproducteur calorique, éventuellement. Donc c'est très intéressant de comprendre ça, et de comprendre que quand vous mourrez, tout ce qui est important dans votre vie, votre petite maman, votre gentil papa ou pas, vos amis, vos fiancés, tout ce que vous avez vécu, des fois des choses négatives aussi, tout repasse, vous avez toute votre vie qui va plus ou moins repasser, parce qu'elle est inscrite. Les choses importantes sont inscrites, sont tracées au niveau neuronal, beaucoup plus que ce qui ne sert à rien. Et tout ça va être réactivé par cet afflux de sang, de nutriments. Alors c'est pas du sang, c'est par capillarité, mais d'énergie, d'oxygène, qui va arriver et qui va hyper nourrir ce cerveau, qui va être en hyper lucidité, bien que vous soyez dans le coma et en arrêt respiratoire et cardiaque, pour protéger cet organe essentiel à la vie. Donc les émis, c'est tout simplement votre cerveau qui se réactive. Alors mais pourquoi je suis au-dessus de mon corps? Pourquoi tu es au-dessus de ton corps? Parce que tes sens marchent encore un peu, tu continues à entendre, tu ne vois pas, mais comme nous sommes un animal auditif, qui reproduit en visualisant ce qu'il entend d'une façon fabuleuse, puisque nous sommes basés notre cerveau est structuré sur le verbe, et le verbe, c'est les oreilles qui te font visualiser. Nous visualisons par les yeux, mais nous visualisons aussi par nos petites oreilles, ce qui est fantastique. Nous sommes les seuls à faire ça, par cette interface sonore. Donc, nous rentrons dans une salle, nous entendons les gens, et nous visualisons ces salles d'opération, nous visualisons le docteur, nous visualisons quand il y a un problème, nous visualisons quand l'assistante dit « Oh putain, on a raté » ou « Regarde, passez-moi le scalpel ». Tout ça est visualisé, puisque notre cerveau marche beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement que d'habitude, puisqu'il est hyper vasculaire, pas vasculaire, il est hyper nourri et hyper oxygéné pour le faire survivre dans ce moment terrifiant de mort, tout simplement. Alors oui, nous allons mourir. Alors les gens vont être inquiets en disant « Mais après j'ai le néant ». Je dis « Mais les gars, rassurez-vous, vous voyez la vie en tant qu'être mortel avec un début et une fin. » Mais ce n'est pas du tout ça. Puisque si vous comprenez bien le monde, vous voyez votre vie en tant qu'humain avec un début et une fin, mais vous faites partie du monde. N'oubliez pas que vous êtes la conscience du monde, c'est-à-dire vous êtes le monde.
qui pensent en vous. Vos pensées surviennent sans que vous en contrôliez leur venue. Vous êtes la mémoire génétique de votre lignée et votre éducation. Vous n'êtes que des réflexes conditionnés et des automatismes de réaction hérités de vos ancêtres et hérités de votre éducation, de votre confrontation au monde, qui fait que vous agissez de telle sorte au lieu d'une autre, tout simplement. Mais vous êtes conscient de cela. Mais en étant cela, vous êtes la conscience du monde, puisque vos pensées surviennent sans que vous en contrôliez leur venue. Vous êtes la pensée de l'univers en vous, mais à votre niveau spatial et temporel propre. Mais dans chaque humain, c'est toujours le même monde qui vit. Donc, nous sommes quelque part la conscience du monde ou du tout incarné en l'homme, ou conscience de Dieu incarné en l'homme, des espèces de Christ cosmiques. Voilà. Mais c'est pas une blague, c'est la réalité. Les dernières recherches sur la vie dans l'univers commencent à arriver aux mêmes conclusions que moi, et j'en suis très fier, très heureux. Donc voilà, c'est très, très intéressant de comprendre qui nous sommes. Et bien sûr, penser que tout va s'arrêter, non, puisque le monde continue, et c'est tout le temps le même monde qui pensait en vous. Et la personne qui est en face de vous, c'est aussi vous, puisque si vous vous considérez comme le monde, c'est vous qui êtes en face de vous. C'est quand vous aimez quelqu'un, vous aimez vous-même, c'est le monde qui s'aime lui-même. Le monde est fait pour, symboliquement, l'amour, aimer et être aimé à travers les humains ou les autres humanoïdes qui peuplent notre immensité cosmique. Voilà, nous sommes faits pour vivre et aimer, et essayer de limiter la souffrance de ce monde. C'est la principale chose qu'il faut faire ici-bas, limiter la souffrance et aimer vos proches le temps d'une vie avant de disparaître. Mais si vous disparaissez, c'est tout le temps le même monde qui pensait en vous, donc quelque part, vous êtes encore vivant. Et il faut que vous vous rassuriez, parce que les gens ont peur du néant, ont peur de la mort, mais il y a une seule chose qui existe réellement, c'est la conscience. Les gars, les filles qui me regardez, le vrai miracle du monde, c'est d'être au lieu du néant. C'est la conscience. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'être au lieu du néant? Personne ne pourra jamais comprendre cela. On pourra essayer de remonter dans le Big Bang pour essayer de trouver les instants primordiaux de l'univers, ou essayer d'en calculer sa fin. Mais la chose qu'on ne comprendra jamais, c'est pourquoi je suis et pourquoi tu es, au lieu du néant. Pourquoi il y a l'énergie générant la matière, générant la vie et générant la conscience en toi, la conscience qui dit « je suis, j'étais et je serai » et qui ainsi devient un être historique capable de visualiser le monde par le verbe. Et ça, c'est formidable. Alors, je vais terminer en vous lisant un petit texte, qui n'est pas un petit texte d'ailleurs, qui est un texte de vulgarisation scientifique, mais d'une expérience qui a été faite et qui est très très intéressante. Je vais vous le lire si jamais la vidéo ne s'arrête pas. C'est extrêmement intéressant et ça confirme exactement ce que je vous ai dit. Alors, c'est le résumé d'une étude, alors c'est 2022 je crois ou 2021, une nouvelle étude révèle que les oscillations cérébrales associées à la récupération de la mémoire se modifient dans l'instant précédant la mort, ce qui suggère que le cerveau peut rejouer des événements importants de la vie juste avant la mort. Oui, c'est l'hyperoxygénation, on protège cet organe, puisque si on revient à la vie, il est important de ne pas revenir à des lésions cérébrales qui vous empêcheront de transmettre vos gènes. Donc c'est des systèmes de sécurité. On le voit chez tous les mammifères, d'ailleurs même chez les oiseaux. Ils ont testé ça. Alors, imaginez revivre toute votre vie en l'espace de quelques secondes. Comme un éclair, vous êtes hors de votre corps, regardant les moments mémorables que vous avez vécus. Ce processus connu sous le nom de rappel de vie peut être similaire à ce que signifie vivre une expérience de mort imminente. Ce qui se passe dans votre cerveau pendant ces expériences et après la mort sont des questions qui intriguent les neuroscientifiques depuis des siècles. Alors j'ai répondu, ça les intrigue depuis des siècles, mais j'ai répondu parce que j'avais des données scientifiques qui me permettaient d'y répondre et j'avais toute cette explication basée sur le verbe, puisque bien sûr, vous voyez bien que tout ça tient debout, c'est pas un millefeuille argumentatif, c'est une base. Cependant, une nouvelle étude publiée dans Frontier in Aging Neuroscience suggère que votre cerveau peut rester actif et coordonné
pendant et après la transition vers la mort, et peut être programmé pour orchestrer toute cette épreuve. Je vous ai expliqué, puisque c'est les grosses connexions neuronales, ça je vous l'explique, qui restent, puisque c'est celles qui sont importantes dans votre survie, qui font toute votre mémoire et votre personnalité sociale aussi. Alors, cependant, une nouvelle étude, oui, voilà, lorsqu'un patient de 87 ans a développé l'épilepsie, le docteur Raoul Vicente de l'université de Tartu en Estonie et ses collègues ont utilisé l'électroencéphalographie continue, EEG, pour détecter les crises et traiter le patient. Lors de ces enregistrements, le patient a eu une crise de cardiaque et est décédé. Cet événement inattendu a permis aux scientifiques d'enregistrer pour la première fois l'activité d'un cerveau humain mourant. Résultat, remettent en question notre compréhension de la fin exacte de la vie. Nous avons mesuré 900 secondes d'activité cérébrale au moment du décès et avons ciblé spécifiquement ce qui s'est passé dans les 30 secondes avant et après l'arrêt du battement du cœur, a déclaré le docteur Amjad Zemar, neurochirurgien de l'université de Louisville aux États-Unis qui a organisé l'étude. Il travaillait là-bas. Juste avant et après que le cœur ait cessé de fonctionner, nous avons observé des changements dans une bande spécifique d'oscillation neuronale appelée oscillation gamma, mais également dans d'autres telles que les oscillations delta, theta, alpha et bêta. Bon, vous comprendrez pas pour la plupart des gens. On s'en fout un peu d'ailleurs, mais c'est pour vous, c'est pour les gens qui aiment les sources. Tu vois ? Les oscillations cérébrales, plus communément appelées ondes cérébrales, sont des modèles d'activité cérébrale rythmique normalement présents dans un cerveau humain vivant. Les différents types d'oscillations dont la gamma sont impliqués dans les fonctionnements hautement cognitifs, tels que la concentration, le rêve, la méditation, la récupération de la mémoire, traitement d'information de la perception consciente. Tout cela, tout comme celles associées au flashback mnésique, donc flashback de mémoire. Voilà, donc vous voyez tout ce qu'il y a à la visualisation mémorielle. Donc on se retrouve avec ce que je vous ai expliqué. Voilà, nous sommes un animal visualisateur. Voilà. Alors, en générant des oscillations impliqué dans la récupération de la mémoire, le cerveau pourrait jouer un dernier rappel d'événements importants de la vie jusqu'à notre mort, semblable à ceux rapportés dans des expériences de mort imminente, a spéculé Zemar. Ces résultats remettent en question notre compréhension du moment exact où se termine la vie et génèrent d'importantes questions ultérieures telles que celles liées au moment du don d'organes. Oui, c'est important c'est important. Voilà. Alors, je vous lis la fin de la suite. Une source d'espoir. Bien que cette étude soit la première du genre à mesurer l'activité cérébrale vivante pendant le processus de la mort chez l'homme, des changements similaires dans les oscillations gamma ont déjà été observés chez les rats élevés dans des environnements contrôlés. Cela signifie qu'il est possible que pendant la mort, le cerveau organise et exécute une réponse biologique qui pourrait être conservée d'une espèce à l'autre. Oui, je vous ai expliqué, c'est l'hyperoxygénation et tous ces nutriments qui arrivent à toute vitesse pour programmer, pour préserver ce cerveau si l'animal repart. Parce que s'il repart, comme je vous l'ai dit, avec un cerveau endommagé, c'est fini pour lui et il ne transmettra plus la vie. Voilà. Et il sera handicapé. Voilà. Ces mesures sont cependant basées sur un seul cas. Alors oui, c'est basé sur un seul cas, mais on suppose quand même que c'est quand même un cas intéressant. Voilà, c'est pas une méta-analyse. Et proviennent du cerveau d'un patient ayant subi des blessures, des convulsions et un gonflement, ce qui complique l'interprétation des données. Néanmoins, Zemar envisage d'enquêter sur davantage de cas et considère ce résultat comme une source d'espoir. Oui, c'est très important. Bien sûr, on ne va pas s'amuser à tuer des gens et à vérifier comment ils vont marcher, avoir la possibilité de voir le fonctionnement d'un cerveau d'un type qui meurt dans un scanner. Les probabilités sont quand même faibles. Tu vas pas tous les jours te mettre dans un scanner. Alors et puis quand tu es dans un scanner, c'est pas forcément pour le cerveau non plus. Voilà. Alors, en tant que neurochirurgien, je fais parfois face à une perte et il est incroyablement difficile d'annoncer la nouvelle d'un décès à des membres d'une famille désemparée, a-t-il déclaré. Cette recherche pourrait nous apprendre quelque chose, même si nos proches ont les yeux fermés et sont prêts à nous laisser se reposer. Leur cerveau peut rejouer certains des plus beaux moments qu'ils ont vécu dans leur vie. Oui, tous les moments importants, tu vas les revoir, puisque c'est ceux qui sont les mieux tracés dans ta tête. Ta petite maman, elle est bien tracée, ton papa aussi, tes sœurs que tu as aimées, tes frères que tu as aimés, ta fiancée, la femme de ta vie, elle est dans ton cerveau beaucoup plus marquée que Ginette, que tu as rencontrée une fois en discothèque et tu as eu une relation sans avenir, sauf si c'est un super coup et tu te souviens de Ginette à fond parce que tu as eu un orgasme géant. Voilà, nous sommes des animaux, À propos de cette actualité de la recherche sur la mort et les neurosciences, alors qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors, interaction améliorée de la cohérence du couplage neuronal dans le cerveau humain mourant, l'empreinte neurophysiologique de l'activité cérébrale après un arrêt cardiaque et lors d'une expérience de mort imminente, EMI, n'est pas bien comprise, bien qu'un état hypoactif de l'activité cérébrale a été supposé. Des études expérimentales sur des animaux ont montré une activité accrue après un arrêt cardiaque, en particulier dans la bande gamma, résultant d'une hypercapnie. Je ne sais pas ce que c'est. Quand il y a des spécialistes, ils me le diront. Je suis bon quand même, mais pas partout. Avant et après le flux sanguin cérébral et après un arrêt cardiaque. Voilà, il y a un afflux d'abord et après une contraction des vaisseaux et après les neurones sont faits pour conserver un maximum, pour s'allumer et pour essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Et ils continuent à rechercher tous les nutriments qui doivent être... il doit y avoir une programmation justement pour récupérer tous ces nutriments avant de plus en avoir et de crever, et de mourir. Mais bon, le miracle c'est la conscience, c'est d'être. Aucune étude n'a encore été étudiée, voilà. Cette question n'a encore étudié cette question chez les humains. Nous présentons ici un enregistrement électroencéphalographique, EEG, continu d'un cerveau humain mourant obtenu auprès d'un patient de 87 ans subissant un arrêt cardiaque après un hématome sous-dural traumatique. Une augmentation de la puissance absolue de l'activité gamma dans les bandes étroites et larges et une diminution de la puissance θ sont observées après suppression des réponses hémisphériques bilatérales. Après un arrêt cardiaque, les puissances delta, bêta, alpha, gamma ont diminué, mais un pourcentage plus élevé de puissances gamma relatives ont été observés par rapport à un intervalle intercritique. Oui, on voit que ça s'allume à fond, puis après ça commence à baisser, voilà. Le couplage de fréquences croisées a révélé une modulation de l'activité gamma de l'hémisphère gauche par les rythmes alpha et θ dans toutes les fenêtres. L'hémisphère gauche, normalement, c'est la parole. C'est... voilà, moi, hémisphère droit, la main droite, à la main droite, je montre, je vais, je viens, je vais, on est une espèce latéralisée, donc les communications de temps vont être en première temps manuelles et vont finir par être R de Broca à gauche, donc c'est un peu normal si vous comprenez, voilà, il suffit de connaître un peu, voilà. Les bandes étroites là, voilà, après hémisphère bilatéral, après un cas, la puissance bêta, delta, gamma ont diminué et le pourcentage élevé de puissance gamma relative ont été observés par rapport à l'intervalle hypercritique, le couplage des fréquences croisées, alors j'y étais, même après l'arrêt du flux sanguin cérébral, le couplage le plus fort est observé pour l'activité gamma de bande étroite, large par des ondes alpha pendant la suppression du côté gauche et après un arrêt cardiaque. Côté du langage, c'est absolument normal. Et la visualisation doit vraiment, les zones de visualisation doivent aussi être utilisées. Alors pas dans la visualisation première, les zones de mémorisation. C'est pas le traitement de la vision, c'est la mémorisation de la vision devant. C'est assez primaire, c'est de la mécanique, on commence à comprendre. C'est génial, les neurosciences. Malgré l'influence d'une lésion neuronale du gonflement, nos données fournissent la première preuve provenant qu'un cerveau humain mourant dans un contexte clinique de soins aigus non expérimental et réel suggère que le cerveau humain peut posséder des capacités à générer une activité coordonnée au cours de l'activité proche. Période du décès. Voilà, je pense que je vous l'ai expliqué. Ça paraît complexe, mais quand on vous explique que tout ça est basé autour du langage, donc ça paraît beaucoup plus compréhensible et de la visualisation. Donc quand un gars est sur la table d'opération, fait un arrêt cardiaque, son cerveau est en hyperactivité puisqu'il est fait pour être oxygéné et nourri pour pas qu'il se détruise pendant cette phase critique. Et à ce moment-là, il va tout percevoir, il va même être capable de se visualiser par ce qu'il entend dans la salle, mais il ne se voit pas réellement puisqu'il n'a pas d'yeux pour voir. Il voit avec ses oreilles, après il voit avec ce qu'il entend, et après il voit avec ce qu'il a stocké dans sa tête. C'est formidable, c'est l'humain magnifique, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai à peu près tout dit, voilà. Voilà, et je vous le répète encore, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est normal d'être inquiet quand on va mourir, c'est atroce, et d'avoir ses proches qui meurent, ou même moins proches, toujours horrible la souffrance et la mort. Mais si ce n'est pas horrible, moins de problèmes, on se tuerait. L'important c'est de vivre et d'aimer. Mais ce qui peut vous rassurer, c'est de savoir que le miracle, le monde est un miracle, puisque le monde est au lieu du néant, et que vous êtes la conscience du monde incarnée en l'homme. Vous êtes l'esprit. Et en vérité, ou peut-être, ce monde n'est peut-être qu'une illusion. Ce monde n'est peut-être qu'une illusion de l'esprit expérimentant un monde qu'il a imaginé pour y faire l'expérience de la vie et de l'amour, tout simplement, amour de l'autre qui est amour de soi-même ou amour de Dieu, pour qui est croyant. Voilà. Nous sommes dans un miracle, nous sommes dans une simulation de l'esprit, et l'esprit humain est
L'esprit qui, par le verbe, a cette capacité fantastique de simuler le monde et de visualiser un monde imaginaire. Voilà, par le verbe, nous racontons des histoires, par nos verbes, nos petits-enfants nous écoutent et imaginent ce que nous leur racontons, comme les mamans racontant des contes de fées aux enfants en train de dormir, qui visualisent les dragons et les monstres et les princesses. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. N'ayez pas peur, mes frères, nous sommes des Christ cosmiques. Nous sommes faits pour aimer. Je vous aime et paix sur terre, mes frères, et joyeux Noël et bonne fête à tous. Voilà, et même à mes ennemis. Il ne faut pas les oublier, ce sont des créatures divines aussi. Ou des consciences cosmiques. Voilà. Salut à tous, je vous aime et paix sur terre.